Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu particulière. Bonjour. Oui, on part d'une seule source, une seule question, mais alors, quelle question? C'est ça. On va essayer de dessiner le portrait robot de l'entrepreneur qui veut tout, vraiment tout. La fortune et une conscience tranquille. Le grand écart, exactement. Et cette source, elle nous pose un défi immense. En gros, comment est-ce qu'on peut bâtir une fortune en partant de zéro, de rien du tout en respectant un cadre éthique ultra strict, celui du business halal? Ouais, et en évitant activement ce que le texte appelle les tentations de l'argent interdit. C'est un vrai casse-tête stratégique. Alors essayons de déballer ça. C'est un puzzle fascinant, vraiment, parce qu'il nous oblige à penser complètement différemment. On a les trois pièces maîtresses sur la table. Hmm. Le point de départ, zéro. Pas de capital, pas d'héritage, rien. L'objectif final, une fortune, des gros bénéfices. L'ambition est maximale, quoi. On ne parle pas de juste gagner sa vie, là. Non, non. Et entre les deux, il y a la règle du jeu, la contrainte centrale, le chemin doit être halal. Et ça nous force tout de suite à nous demander, non pas comment je gagne de l'argent, mais plutôt comment je crée de la valeur d'une manière très très précise. Justement, commençons par cette contrainte, parce que c'est elle qui change absolument tout. Avant d'aller plus loin, quand on parle d'argent interdit ou de business halal, de quoi on parle concrètement? Alors oui, c'est le point crucial. Le principe le plus connu, c'est l'interdiction du riba. L'intérêt? C'est ça, l'intérêt. Concrètement, ça veut dire que le modèle de prêt bancaire classique, où on emprunte et on rembourse avec un pourcentage d'intérêt, c'est exclu. D'accord. Mais ça va plus loin. Il y a aussi l'interdiction du wara. Ça vise à limiter l'incertitude excessive, la spéculation pure. On ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas, par exemple. Ah oui? Et enfin, bien sûr, l'interdiction d'investir ou de profiter de secteurs qui sont jugés non éthiques. L'alcool, les jeux d'argent, ce genre de choses. Exactement. L'armement, l'industrie porcine, etc. C'est un filtre éthique, en fait, qui s'applique à toute la chaîne de valeur. D'accord. Le tableau est beaucoup plus clair maintenant. Et Du coup, beaucoup plus complexe. Parce que si on élimine le prêt bancaire traditionnel, on coupe l'accès à l'outil de financement numéro 1 dans le monde. c'est le moteur de beaucoup d'entreprises. C'est une belle idée sur le papier, mais est-ce que ce n'est pas complètement utopique? Dans le monde réel, une entreprise qui part de zéro et qui refuse ce levier, est-ce qu'elle ne va pas juste se faire écraser par la concurrence? C'est une excellente question. La réponse, c'est oui. Le risque est immense. Il faut être honnête, hein. C'est un désavantage compétitif de départ, c'est clair. Hmm. Mais la source, elle ne demande pas si c'est facile. Elle demande quelle stratégie on peut adopter. Cette contrainte, en fait, elle force une forme de créativité radicale. Faut trouver d'autres chemins, voilà. Puisque la voie de la dette est fermée, il faut explorer d'autres choses. Le capital investissement participatif, où les partenaires partagent les risques et les profits. Le bootstrapping extrême, oui. On ne dépense que l'argent qu'on a déjà gagné. Ou alors, on se concentre sur des modèles économiques qui n'exigent quasiment pas de capital de départ. La contrainte devient un guide. Ça m'amène à la psychologie de l'entrepreneur, là. Le texte parle de tentation. C'est un mot très fort, très personnel. On n'est plus dans le business plan, là. Non, on est dans la tête de quelqu'un qui est face à des choix. J'imagine, je lance ma start-up avec 1000 euros. Le succès tarde, les factures s'accumulent, et là mon banquier me propose un petit prêt à taux bas juste pour passer le pape. C'est ça la tentation.